Eh bien, merci à vous pour cette introduction. Merci à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. À titre liminaire, je souhaitais exprimer mes remerciements à la Fondation Napoléon pour son invitation et pour me donner la possibilité de présenter cet ouvrage et ce sujet qui est effectivement moins connu que d'autres épisodes de la période révolutionnaire et impériale. J'adresse notamment mes remerciements à Thierry Lenz et à Madame Dupré pour l'organisation. Je saluerai également les éditions Passé Composé pour leur confiance, leur conseil et leur soutien. S'agissant du sujet, effectivement, on est sur un épisode qui interpelle par sa formulation même. Parce que quand on parle de cette période-là et de la France et des îles britanniques, on pense spontanément à l'échec de Napoléon au camp de Boulogne. On pense parfois à la deuxième tentative qu'il a pu faire en 1810 et qui se solde également par un échec. Mais on a rarement en tête que quelques années avant, 7 expéditions ont été menées en direction des îles britanniques par la Révolution, et parmi lesquelles 3, vous le verrez, ont réussi à mettre des hommes à terre, ce qui est le but ultime d'un débarquement d'une flotte qui se rendrait sur les côtes de l'archipel britannique. Alors pourquoi cet oubli ? Finalement, l'oubli, il tient à mon sens à 3 facteurs. Le premier, c'est la brièveté des opérations, vous le verrez. On parle d'un peu plus d'un mois pour l'expédition qui est au cœur de l'ouvrage présenté ce soir. On est sur une expédition qui implique peu d'hommes finalement, quelques milliers tout au plus, à comparer aux grandes masses humaines des campagnes de 1805 ou autres de l'Empire, et qui effectivement peuvent aisément occulter ce type de petites campagnes périphériques en réalité. Et puis évidemment, c'est son échec, puisque malheureusement, on parle d'une expédition qui échoue, mais de laquelle on peut tirer un certain nombre d'enseignements. C'est ce qu'on verra à la fin. Alors, la France a-t-elle laissé passer sa chance de débarquer ? L'ouvrage ne vise pas à faire de l'Uchronie, il vise surtout à analyser un contexte, à replacer les événements de l'expédition Humbert dans ce contexte, pour déterminer si la France en a tiré le plein potentiel à l'époque. Alors, dans quel contexte on se situe dès le départ ? Je parle ici, peut-être de manière un peu abusive, de guerre du Péloponnèse dans la Manche. En fait, il y a quelques ressemblances avec la guerre du Péloponnèse que compte Thucydide. Pourquoi ? Vous avez d'un côté le Royaume-Uni, qui est en début d'industrialisation depuis les années 1720 et qui, à la faveur de la maîtrise des liaisons commerciales et de sa marine de guerre, qui est la plus puissante du monde, arrive à dégager des financements qui lui permettent d'auto-entretenir la flotte, mais surtout de financer des coalitions terrestres pour attaquer la France dans le dos et empêcher la France de se tourner vers son rival principal, l'Angleterre, en constituant un outil maritime. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une période à laquelle l'Angleterre va tout particulièrement exercer ce moyen. Et puis côté français, vous avez une armée de terre qui est la première du monde à ce moment-là, ou en tout cas la première d'Europe. Et c'est ce que la séquence impériale montrera ensuite. Mais déjà pendant la Révolution, passé la période d'alerte de 1792-94, l'armée française enregistre un grand nombre de succès. Elle va satelliser les pays voisins, en faire des républiques sœurs, tournées à son avantage. Et c'est précisément ce qui inquiète l'Angleterre. Le fameux pistolet braqué sur l'Angleterre, la ville d'Anvers, les côtes hollandaises et de la Belgique, qui donnent à la France le moyen d'opérer une descente par le fait même que cette zone est proche de l'Angleterre. Pour l'Angleterre, le fait qu'une puissance de premier rang, dotée d'une marine qui plus est, puisse occuper cette région, c'est une ligne rouge existentielle. Et l'Angleterre n'envisagera pas de déposer les armes, ou en tout cas de conclure une paix, tant que cette région est tenue par une puissance comme la France, ou plus tard dans l'histoire par l'Allemagne. En commun, la France et l'Angleterre partagent aussi un certain nombre d'objectifs en réalité, et le principal étant surtout le leadership européen, ou en tout cas la volonté d'acquérir ce leadership européen. Mais il y a un problème, c'est que, je viens de vous le dire, l'Angleterre puissance navale, la France puissance terrestre. On voit très bien que l'un et l'autre ne sont pas vraiment en mesure de frapper directement leur adversaire au cœur. Et c'est tout l'enjeu de ce conflit. Athènes était une puissance navale, Sparte une puissance terrestre. Vous comprenez l'allusion dans le titre que je vous propose ici. Alors, si on poursuit un petit peu sur l'Irlande, pourquoi l'Irlande et pourquoi la France peut s'intéresser à l'Irlande ?
la question, finalement, ne présente pas un grand intérêt si on regarde une carte de l'Europe et qu'on voit la proximité de l'Irlande vis-à-vis de l'Angleterre. C'est un balcon sur l'Angleterre, pour reprendre d'une certaine manière une formule de la Seconde Guerre mondiale qui a été appliquée à la Scandinavie. Et ce balcon sur l'Angleterre, qui plus est, c'est un terreau favorable à la France. Les Irlandais subissent une occupation anglaise depuis des siècles, sont mal disposés évidemment envers le pouvoir britannique, et en conséquence de quoi, ils peuvent faire des alliés de choix pour la France. L'ennemi de mon ennemi, vous connaissez le dicton. Et puis ces liens entre la France et l'Irlande, ils ne sont pas tout à fait nouveaux. Qu'on songe aux soldats irlandais qui s'engagent déjà dans les armées de Louis XIV, les fameuses oies sauvages, les wild geese. La France n'a pas attendu l'époque révolutionnaire et impériale pour trouver un intérêt à l'Irlande. On verra également que Napoléon aura sa légion irlandaise dans son armée, y compris en Espagne, aux Pays-Bas, en 1809. Ces liens ont été étroits et de longue date. Quant à l'île elle-même, quelle est sa situation au moment de la Révolution française? Vous avez une île qui est évidemment partagée entre une population irlandaise d'origine celte, plutôt catholique en général, et rurale, souvent très pauvre, avec une population arrivée d'Écosse, d'Angleterre, du Pays de Galles, que certains qualifieront de colons, mais qui, avec un terme qui est peut-être hors de propos dans le contexte propre de l'Irlande, une population qui est plutôt protestante, plus aisée, avec une bourgeoisie également catholique, irlandaise, qui commence à apparaître à la faveur de la révolution industrielle et qui, elle, serait plutôt réformiste. Elle n'a pas intérêt à ce que le système disparaisse, mais elle a quand même intérêt à ce que le système évolue. Quant à la population catholique pauvre, c'est une population qui, elle, a du ressentiment, évidemment, contre la férule britannique, mais aussi contre une partie des élites, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Donc c'est pour ça que je vous note à l'écran 3 clivages qui se superposent, mais qui ne se recoupent pas intégralement. Et c'est un élément de complexité qu'il faut avoir à l'esprit quand on étudie l'Irlande de cette époque. La société est instable. Vous pouvez l'imaginer avec un paradigme de domination tel que je viens de le décrire. Vous avez des révoltes régulières auxquelles répondent des répressions, et vous avez depuis des décennies, voire des siècles, un cycle violence, répression, exaction, répression qui va se mettre en œuvre et que la France va évidemment essayer d'exploiter. Alors l'exploiter comment et pourquoi au final? L'exploiter parce que déjà, les Anglais, à la faveur de la Révolution française, ils vont commettre un certain nombre de maladresses. Et ces maladresses vont servir la cause de la France. Première maladresse, par exemple, en 1792. On est vraiment au tout début des guerres de la Révolution. Il existe à ce moment-là en Irlande un corps de troupes qui s'appelle les Irish Volunteers, les volontaires irlandais, formés pendant la guerre d'indépendance américaine, lorsque l'armée anglaise professionnelle était déployée en Amérique du Nord pour lutter contre les rebelles américains. Les Irish Volunteers, leur mission, c'était d'assurer des tâches de garnison, d'assurer des tâches de défense des côtes, alors qu'on craignait déjà à l'époque un débarquement français. Leur particularité, ils recrutaient aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Et donc, ils arrivaient à créer un pont entre les communautés, mais à la fin de la guerre d'indépendance américaine, il se pose un problème. Cette force est devenue importante pour les Anglais sur l'île et elle peut se permettre d'avoir des revendications politiques, ce qui va commencer à inquiéter le pouvoir anglais. 1792, alors que la Révolution en France prend une tournure plus violente, on dissout ce corps. Les réformistes en sont pour leurs frais. Les plus radicaux se disent qu'à partir de là, seule la voie de la violence peut prédominer. Et lorsqu'on crée la milice irlandaise, pour remplacer ce corps des Irish Volunteers, il est recruté dans les rangs des anciens soldats, mais avec un filtrage pour ne retenir que les protestants ou les loyalistes, qui sont des gens évidemment mal disposés envers les catholiques, avec une vraie défiance réciproque. Et on va compléter les rangs en y ajoutant des catholiques qui veulent simplement se vêtir, se nourrir, et dont la loyauté ne sera pas forcément assurée. Autre erreur des Anglais dans la même période, vous avez un nouveau lord-lieutenant qui est nommé vice-roi d'Irlande, puisque l'Irlande à ce moment-là est une vice-royauté. Ce n'est pas une composante à part entière du Royaume-Uni, qui d'ailleurs n'existe pas encore juridiquement. Il existe à partir de 1801. Et ce nouveau lord-lieutenant, Fitzwilliam, c'est un réformiste. C'est quelqu'un qui pratique la politique de la main tendue envers les catholiques. Politique de la main tendue qui, au bout de 3 mois, va exaspérer les éléments loyalistes les plus radicaux et qui vont obtenir son renvoi. Quel impact ça a? Les catholiques qui avaient cru dans le réformisme
se retrouve avec un pouvoir anglais qui se crispe. D'autant que la même année, alors que la propagande révolutionnaire française commence à atteindre le Royaume-Uni, eh bien, se pose la question de savoir comment lutter contre des ingérences étrangères, avant l'heure, mais néanmoins elles existent. Et on va interdire les réunions de plus de 50 personnes, suspendre l'habeas corpus en Irlande, arrêter un grand nombre de penseurs alternatifs ou de la contre-révolution, de la révolution en Irlande, ce qui va encore tendre davantage les relations entre catholiques et protestants. Cette crispation, finalement, tout ça, ça aboutit à la création, ou plutôt au renforcement, d'un groupe qui s'appelle les Irlandais Unis, fondé par un certain Wolfe-Tone, un catholique, libéral, pro-révolutionnaire français, mais au début, c'est un groupe d'intellectuels réformistes. Mais après les épisodes que je vous ai cités en 1795 en particulier, les choses vont se durcir. Wolfe-Tone échappe de très peu à l'arrestation et il se réfugie bien sûr où ? À Paris. À Paris, où il va être introduit auprès du directoire par un général français d'origine irlandaise, le général Clark. Et Clark va lui obtenir des entretiens avec la plupart des hommes politiques et des chefs militaires qui va réussir progressivement à convaincre à l'idée d'un débarquement en Irlande. Il y a une concordance d'intérêts entre les Irlandais unis qui veulent un changement du système et puis au fond l'indépendance et la création d'une république, et les Français qui bien sûr peuvent satisfaire un objectif stratégique en engageant une opération militaire vers l'Irlande. Alors, comment les choses vont se passer ? Sur place, l'armée anglaise est plus faible qu'on pourrait l'imaginer. Début 1796, elle compte à peu près 36 000 hommes. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, il faut voir la qualité des troupes. À peu près 10% de cette armée correspond à des troupes de métier, des forces professionnelles, de bons soldats, qui peuvent représenter une vraie opposition pour les soldats français, mais peu nombreux. Vous allez avoir 16% des troupes qui sont constituées par un autre corps qui s'appelle les Fencibles. Les Fencibles, c'est tout simplement des troupes de métier professionnelles, mais qui sont levées dans les îles britanniques pour ne servir que dans les îles britanniques, alors que les troupes de métier peuvent servir à l'étranger, c'est leur vocation. Donc vous n'avez qu'à peine un quart des troupes anglaises d'Irlande formées de soldats de métier. Quid du reste ? J'ai déjà évoqué la milice irlandaise, 32% des effectifs. Pas un corps d'armée très motivé, mal équipé, qui souffre du dédain des troupes professionnelles à son égard et qui pense davantage à la répression des catholiques qu'à engager des opérations militaires. Quatrième composante, la yeomanry, qui est une sorte de police militaire, on pourrait dire, levée par la noblesse locale, à des fins principalement de sécurité locale, et qui normalement ne sert que dans son comté d'origine. On verra qu'avec la crise qui va se produire, le service va être généralisé à l'ensemble de l'Irlande, et là on est sur des troupes qualitativement qui sont encore inférieures à la milice. Donc vous avez des troupes anglaises dans l'île qui sont en grande majorité des troupes de qualité médiocre. Et ça va avoir un vrai impact sur les événements qui vont suivre. Côté des rebelles, les Irlandais unis sont fortement montés en puissance. Fin 1796, début 1798, on est sur une organisation qui a, en adhérents et en sympathisants, près de 500 000 personnes, ce qui est absolument considérable pour une île comme l'Irlande. Et ça va évidemment inquiéter fortement les Anglais qui vont durcir la répression, mais répression qui n'a qu'un seul effet, c'est augmenter le nombre des sympathisants de l'organisation. Alors du côté de la France, quels sont les moyens d'intervention ? Comme vous le savez, la Révolution a beaucoup désorganisé la marine. La plupart des capitaines des navires de premier rang sont partis en émigration, d'autres ont été guillotinés. Les marins qui restent sont souvent politisés. La marine peine à entretenir ses navires, qui en plus ont été perdus dans différentes batailles, pour beaucoup. Les arsenaux sont complètement désorganisés. Les marins, parfois, n'ont qu'un certificat de civisme, mais jamais de mission embarquée. Donc on est sur une marine qui a une faible cohésion, une faible puissance, mais qu'on va néanmoins savoir engager. Qu'on va savoir engager parce qu'on peut transporter avec cette marine des troupes, en revanche, qui, elles, sont de première qualité. 1792-1796, il ne vous a pas échappé que les guerres en Europe ont déjà aguerri l'armée française. Beaucoup d'officiers sont issus du rang, on a des professionnels compétents. Et c'est toute la différence avec l'armée anglaise. Alors, dans la situation insurrectionnelle de la fin 1796, le Directoire envoie le général Hoche et son armée tenter une première opération.
C'est l'opération dite de Bantry Bay, décembre 1796, où Hoche va tenter un débarquement dans le sud-ouest de l'Irlande, la baie qui est la plus au sud-ouest de l'île. Il va mobiliser pour ça tout de même 35 navires, 14 000 hommes, ce qui est quand même une opération assez sérieuse. Et il va arriver dans un secteur où il n'y a que 2000 hommes de troupes anglaises pour pouvoir faire face à un éventuel débarquement. Il a réussi à traverser le blocus anglais, ce qui en dit long sur la porosité de celui-ci à cette époque. Et pourtant, c'est un échec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques jours avant que les navires français arrivent en vue des côtes irlandaises, il y a un orage violent. Le navire de Hoche est séparé du reste de la flotte, et les navires français qui atteignent la baie de Bantry, à bord, ils sont commandés par le second, qui va beaucoup hésiter. Un certain Grouchy, dont les hésitations à l'avenir auront aussi quelques autres conséquences. Grouchy, finalement, refuse de débarquer par crainte des éléments à terre, sans savoir qu'en fait l'armée anglaise est très faible dans cette région-là. Et surtout, les marins sont tétanisés par l'idée que la flotte anglaise puisse apparaître au large, et ils vont choisir de se replier. On comprend l'occasion qui a été manquée à ce moment-là, parce que même avec un effectif réduit, on pouvait encore mettre à terre 10 000 hommes à ce moment-là. Le vrai problème, 7 navires vont être perdus sur le chemin du retour, arraisonnés par les Anglais ou coulés en mer, et parmi eux, le navire Droit de l'Homme, avec à son bord un certain général Humbert, qui ne va survivre que d'extrême limite, en s'accrochant à un radeau qui va être drossé contre les côtes bretonnes. Il va en garder un peu de rancune pour la suite. Autre opération, février 1797, Fishguard, au Pays de Galles. Alors, un débarquement au Pays de Galles, ça a de quoi surprendre, 1350 hommes. Ils vont débarquer, passer encore une fois à travers le blocus, mais au bout de 2 jours, ils capitulent sans combat. La raison, les effectifs en question sont généralement d'anciens criminels, d'anciens bagnards, rassemblés dans une unité un peu particulière, la Légion des Francs, ou Légion Noire, qui avait pour mission de chouaniser, c'est le terme de l'époque, le Pays de Galles. Ces hommes-là, en fait, ne veulent pas combattre. Ils vont surtout se saouler dans les fermes de la région, et les Anglais les interpellent sans vraie difficulté. Ils seront au passage les tout derniers à poser les pieds sur le sol de la Grande-Bretagne. Et puis parce que en fait, d'autres pays ont le droit de s'amuser un petit peu, on demande aux Hollandais, donc la République batave à ce moment-là, de monter une opération pour seconder les Français. Ça va être celle du général Daendels, transporté par l'amiral de Winter. Ils vont mettre plusieurs mois à quitter le port en raison d'intempéries et du mauvais temps, de manière générale, et ils se font intercepter en mer du Nord, dès la mer du Nord, par la marine anglaise. C'est la bataille de Camperdown. La flotte hollandaise est pratiquement anéantie à ce moment-là. Alors finalement, en désespoir de cause, on va nommer un général autre, un peu plus capé, le général Bonaparte, à la tête de l'armée d'Angleterre. 10 000 hommes à peu près, avec pour tâche de faire la descente en Angleterre. En janvier 1798, Bonaparte va visiter un certain nombre de ports de la Manche pour inspecter les troupes, la flotte et les arsenaux. Il se rend compte de l'état désastreux aussi bien de la flotte que des troupes, et il refuse la mission. Il demande au Directoire une nouvelle affectation qui interviendra au printemps 1798 pour l'autre côté de la Méditerranée. Il partira en Égypte. Mais Bonaparte, en fait, dans son évaluation, il va estimer que pour avoir une chance de succès en Irlande, il faudrait 2 conditions. La première, ce serait que le débarquement intervienne très exactement au même moment que le début de l'insurrection irlandaise. Et il estime que c'est peu probable. À l'époque, il n'y a pas Starlink. Et pour assurer la communication entre les Irlandais et la flotte française, les communications prennent naturellement beaucoup plus de temps. Et puis, Napoléon pointe un autre problème. C'est que l'armée française sur place ne suffira pas à elle seule. Il faut que les rebelles irlandais puissent apporter leur contribution, être réunis sous forme d'armée, formés, encadrés. Et son estimation, c'est que former et encadrer une armée à partir de rebelles qui n'ont pas forcément l'expérience du combat, ça va demander plusieurs mois, à minima. Or, pour réussir, une opération, elle doit demander de la rapidité. Et donc Napoléon estime que dans ces conditions, l'opération n'est pas réalisable. On verra ce qu'il en est de l'évaluation de Napoléon par la suite. Alors, l'armée d'Angleterre va être encore un petit peu réduite, finalement, après le refus de saut de Napoléon. 8500 hommes, ce qui est très peu, finalement, puisqu'au même moment, l'armée anglaise a rapporté des renforts qui portent à 77 000 hommes son dispositif dans l'île, donc à comparer aux 36 000 auxquels Grouchy et Hoche auraient dû faire face avec 14 000. Et puis surtout, le plan d'opération peut quand même interroger. Au lieu d'envoyer une flotte combinée
qui transporterait ces 8500 hommes en un seul bloc, on décide de l'organiser en 5 échelons distincts qui partiraient de Dunkerque, La Rochelle, Camaret et de Brest, avec des effectifs à chaque fois qui oscillent entre 370 hommes et 4000, qui doivent débarquer, lever des rebelles, les former, les armer et les engager au combat, les soldats français ne devant intervenir qu'en deuxième rideau. Donc on voit qu'on a aussi beaucoup changé la conception même de l'opération et que le plan devient plus aléatoire. Principe numéro 1 en art militaire, la concentration des forces. On n'y est pas vraiment. Et puis, il va y avoir un autre problème qui va se poser, et là, on peut saluer la clairvoyance de Napoléon. Le 23 mai 1798, les Irlandais unis déclenchent leur insurrection. Vous le voyez sur la carte qui est à l'écran, les zones en vert foncé, je ne parle pas de la petite zone en vert clair au milieu, mais les 4 zones en vert foncé à droite, à l'est de l'île, vont pendant quelques jours, quelques semaines, être libérées par les rebelles. Ils vont réussir, dans plusieurs cas, à repousser les garnisons anglaises. Malheureusement pour eux, ça ne pouvait pas durer. L'armée anglaise amène énormément de renforts depuis l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Dès la mi-juin, les rebelles sont écrasés. On parle de 25 000 morts tout de même dans les différentes opérations de répression qui sont menées. Et début juillet, la toute dernière armée rebelle capitule. À la mi-juillet, les Français n'ont même pas encore reçu leur ordre d'appareillage. Donc Napoléon, qui estimait que la concomitance des 2 événements devait être absolument respectée pour avoir une chance de succès, on voit que son premier argument était un argument de valeur. Et puis, Napoléon, finalement, appareille pour l'Égypte. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi le plan d'opération vers l'Irlande a été autant dégradé. Eh bien, parce qu'en fait, dans l'esprit des militaires et du personnel politique français de cette époque, l'opération a changé de nature. On n'est plus sur un axe d'effort prioritaire, on est sur une diversion pour permettre à Napoléon d'arriver en Égypte. Donc on peut se permettre d'avoir une opération un peu plus brouillonne, l'essentiel n'étant pas qu'elle réussisse, l'essentiel étant que les Anglais croient que c'est un axe d'effort prioritaire et engagent la flotte au moins dans la baie de Biscaye et au pire donc auprès de l'Irlande, pendant que Napoléon fera voile tranquillement vers l'Égypte. Eh bien, on va en plus réussir à passer à côté de cet objectif-là, puisque l'opération va être lancée en août, à un moment où Napoléon se trouve déjà en Égypte. Mais par le simple fait que cette opération existe et que les réseaux d'espionnage anglais en affirment l'existence à Londres, ça aura au moins permis de maintenir un certain nombre de moyens navals anglais en Manche, ce qui au moins aura eu ce succès-là. Alors, le général Humbert, qui va commander l'expédition qui part de La Rochelle, c'est un des 5 échelons de l'opération. On verra les autres un peu plus tard. Humbert, ses ordres sont simples, j'en ai déjà dit quelques mots. Débarquer, lever des rebelles, les organiser, les armer et engager des opérations avec les rebelles en tête. Il va recevoir ses ordres le 19 juillet. Il va appareiller le 6 août et il va atteindre la côte irlandaise le 22 août. Après une énième traversée que le blocus anglais n'aura pas su intercepter. Pour vous donner une idée, la baie de Killala, où il va débarquer, elle est dans les territoires bleus que vous voyez, en bleu ciel, dans l'ouest de l'Irlande. Et le 22 août 1798, son armée de 1084 hommes met pied à terre dans le hameau de Kilcumin, que vous voyez sur la carte au nord de la petite péninsule en bleu. Et il va immédiatement entreprendre un mouvement vers le sud pour aller occuper le bourg de Killala, première garnison la plus proche de sa position. Il envoie 300 grenadiers qui vont attaquer le village presque après le débarquement, presque tout de suite. La garnison anglaise s'effondre, elle est capturée ou tuée à 80%. Après ce premier succès, évidemment, il commence à lever des volontaires, à installer un camp militaire, débarquer son matériel, renforcer sa position. Dans les jours qui suivent, il va poursuivre ses combats vers le sud en direction de la grande ville de la région, Ballina, que vous voyez en marron foncé au sud de la baie. Ballina, c'est la première grosse ville devant lui. Il va lancer le 23 août, dans la nuit, une première reconnaissance, juste pour observer le dispositif anglais et l'évaluer. Les Anglais, à ce moment-là, ont 800 hommes dans la ville, qui sont des troupes pas forcément très aguerries, mais qui auraient pu opposer une certaine résistance à Humbert. Il envoie son second, le général Sarrazin, à la tête d'environ 180 hommes, qui vont de nuit avancer vers Ballina,
repérer le dispositif anglais et se replier sans combattre. Mais les Anglais pensent qu'ils se replient par couardise, ils lancent de la cavalerie à leur poursuite, les troupes françaises font volte-face et repoussent la cavalerie. Et première escarmouche remportée. Quant au 24 août, Humbert envoie une colonne de 700 hommes pour attaquer la ville. Il envoie également les 200 premiers Irlandais qu'il a réussi à lever. Et il va réussir un encerclement de la ville. Les Anglais vont se replier en catastrophe, en forçant le dispositif irlandais qui avait été envoyé occuper la route sud de Ballina. Premier échec des Irlandais à bloquer les Anglais dans Ballina, mais néanmoins, la ville est prise et la tête de pont française consolidée. Et puis, le 25 août, au milieu d'une situation qui est encore un peu floue sur le terrain, Humbert se dit, ces 2 premiers succès, c'est bien, mais il faut que je déclenche un soulèvement dans toute la région du comté de Mayo, où il a débarqué. Parce que sans soutien local, avec 1084 hommes contre 77 000, à terme, il n'y a pas match. Donc, il va commencer à étudier ses options sur la suite des opérations. Et son idée, c'est d'aller prendre la ville de Castlebar, capitale du comté de Mayo, et une des plus grosses villes d'Irlande, ou en tout cas de l'ouest de l'Irlande. Il y a juste un problème. La garnison de Castlebar, c'est 6 000 hommes. Et pour rallier Castlebar, en plus, vous le voyez sur la carte, vous avez la ville de Foxford, qui est le verrou entre Ballina et Castlebar, sur la seule route qui existe entre les 2 villes, entre Ballina et Castlebar. Le problème, c'est qu'à Foxford, il y a une rivière profonde qui traverse, la rivière Moy, sur laquelle vous avez un seul et unique pont, tenu par une très solide artillerie anglaise. Donc, c'est peut-être pas la meilleure position à attaquer. Les troupes françaises, déjà peu nombreuses, auraient des pertes substantielles et peineraient ensuite à aller occuper Castlebar, où la garnison serait en plus mise en alerte. Alors, en discutant avec des paysans, Humbert apprend que sur l'ouest du lac Cone, que vous voyez ici sur la carte, il y a un vague sentier muletier, un petit sentier de berger, qui passe dans des zones de montagne et surtout dans des marécages. Peu praticable, surtout quand on transporte des canons, mais il se dit, j'ai pas le choix, c'est la seule option pour au moins me préserver un peu d'effet de surprise contre les Anglais. Et dans la nuit du 26 au 27 août, vous allez avoir une colonne de 700 Français et de 700 Irlandais, de nuit, en plein orage, sous une averse battante, qui va traverser toutes les 35 et quelques kilomètres qui séparent Ballina de Castlebar, presque dans le noir, en traversant des zones marécageuses. Ça va être un véritable exploit en réalité, parce qu'ils vont arriver avec un effet de surprise presque total sur Castlebar. Pourquoi presque total ? Eh bien, à 3 heures du matin, pendant la nuit, vous avez un soldat en permission, anglais, qui vient s'occuper de son bétail. Et dans le noir, à la faveur de quelques éclairs, il repère une colonne d'hommes en uniforme bleu. Et il se dit, il faut peut-être que j'aille rendre compte. Il va rendre compte à sa hiérarchie. Le général Lake, qui commande la garnison de Castlebar, ne veut rien croire. Et lui dit, allez vous occuper de votre bétail et laissez la guerre à votre général. Et en fait, devant l'insistance de ce soldat, l'adjoint de Lake va finir par lui dire, envoyez quand même une reconnaissance pour vérifier. L'alerte va finalement être donnée à 7 heures du matin, les Français vont arriver à 8 heures. Le dispositif anglais, qui était au nord-est de Castlebar, va être repositionné dans l'urgence au nord-ouest de la ville, sur la route que les Français vont emprunter, mais avec quand même pas mal de fébrilité, et puis un repositionnement d'une telle masse de troupes en si peu de temps, ça va quand même un peu saper le moral des troupes anglaises. Alors, qu'est-ce qui se passe à Castlebar au moment où Humbert arrive ? Il se rend compte à ce moment-là que les Anglais, finalement, sont là où ils ne l'attendaient pas. Il va partager ses forces en 3 blocs. Il va d'abord, sur sa gauche, lancer la colonne de Hardouin, avec environ 150-160 hommes, et un premier groupe d'Irlandais associés. Sur sa droite, il va engager le général Sarrazin, son adjoint, avec à peu près, pareil, 180 hommes. Et lui, il garde sa cavalerie et le reste de ses troupes en réserve, en se disant, je vais intervenir là où il y en aura besoin. Côté anglais, le dispositif est organisé en 3 lignes. Avec, plus vous reculez dans le dispositif, plus vous avez des troupes médiocres, de la milice et de la yeomanry en particulier. Le général Lake a évidemment préféré mettre en première ligne des troupes de meilleure qualité. Son atout, c'est son artillerie. Il a 11 canons au total, et son idée, c'est d'organiser une résistance statique sur sa première ligne,
avec son artillerie, bloquer l'avancée française, et une fois que les Français auront été suffisamment désorganisés, lâcher sa cavalerie d'à peu près 1000 hommes au total pour mettre en fuite le dispositif français. En fait, ça ne va pas se passer comme ça, parce que Sarrazin avance vers la gauche du dispositif anglais, il est repoussé, et plutôt que d'insister dans une zone où il est en sous-effectif marqué, il va contourner l'étang sur lequel s'appuie la gauche anglaise pour déboucher sur la 3e ligne, qui ne s'attendait pas à être engagée prioritairement. Les miliciens vont prendre peur et ils vont s'enfuir. Pendant qu'en première ligne, vous avez le reste de l'armée franco-irlandaise qui peine. Les Irlandais vont se débander. Sur 700 Irlandais, 400 vont déserter en pleine bataille par peur de l'artillerie anglaise. Il va en rester que 300 apeurés par les canons qui vont avancer très difficilement. Et Humbert va lancer une attaque pour épauler Ardouin. Et entre l'attaque d'Humbert brusquée sur un point précis du dispositif et la fuite de la 3e ligne de la milice irlandaise, il va y avoir une confusion qui va dégénérer en chaos complet et l'ensemble de l'armée anglaise va fuir en direction de la ville avant d'être mise en déroute complète, le tout en moins d'1 heure. Grand succès de Humbert en Irlande qui va avoir des conséquences appréciables puisque, outre un choc psychologique énorme pour les Anglais et favorable pour les Irlandais, ça va lui permettre d'occuper une zone de l'Irlande qui est assez inespérée pour le faible effectif dont il dispose. Hop. Voilà, la zone en bleu sur cette carte. Et dites-vous que le choc psychologique pour les Anglais a été tellement important que le gouverneur d'Irlande, le général Cornwallis, le vaincu de la guerre d'indépendance, pendant un temps a eu pour idée de faire évacuer l'ensemble des troupes anglaises situées à l'ouest du fleuve Shannon, que vous voyez donc sur la carte. Ça aurait signifié abandonner 20% de l'Irlande à 1000 Français. On voit la peur déclenchée dans les rangs anglais, une peur qui tient en fait à un facteur très simple. Les Français sont continuellement surestimés. Les Anglais vont jusqu'à croire qu'il serait plus de 12 000, alors qu'il n'y a que 1000 hommes en face. Les Français, dans les jours qui suivent, en fait jusqu'au 3 septembre, vont réussir à lever à peu près 3000, 3200 soldats irlandais localement. Mais c'est encore trop faible parce que Cornwallis va exiger du Premier ministre des renforts immédiats et qui, en fait, dans les premiers jours de septembre, porteront son dispositif en Irlande à plus de 100 000 hommes. D'autant plus que les Français arrivent dans un contexte, je l'ai déjà dit, où la révolte irlandaise a été écrasée déjà. En plus, l'été est bon, les moissons promettent d'être bonnes, les volontaires ne vont pas affluer, la peur et puis l'envie de faire une récolte un peu meilleure que d'ordinaire. Donc les Français se retrouvent un petit peu seuls. Ils vont néanmoins commencer à organiser des pouvoirs publics sur place, créer des municipalités, un gouvernement irlandais, et même désigner un président de la République, John Moore, un étudiant en droit, qui va devenir le premier président de la République irlandaise. Ils vont créer également des institutions locales. Beaucoup de choses vont rester naturellement sur le papier, eu égard à la durée faible de l'expédition, mais néanmoins, l'intention y était, on avait une nouvelle République sœur en gestation en Irlande à l'été 1798. Évidemment, les rapports avec la population sont très bons, pour des raisons assez évidentes. La victoire française déclenche des scènes de liesse dans tout le comté de Mayo, et d'autant plus que Humbert, sur conseil de Wolfstone, va avoir l'intelligence de mettre en sourdine l'anticléricalisme des troupes révolutionnaires françaises et au contraire de défendre les religions à la fois catholiques et protestantes. Pourquoi protestantes ? Les élites locales sont protestantes. Il faut se rallier le peuple pour avoir un vivier de recrues pour l'armée, mais il faut se rallier les élites pour financer tout ce monde. Et donc on va avoir une armée révolutionnaire qui va protéger le culte catholique. Pour petit détail ironique, une grosse partie des troupes qui débarquent avec Humbert sont issues de l'armée de Vendée, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Et défendre également le protestantisme, donc finalement la composante conservatrice de la société, pour s'assurer un soutien parmi les élites. Donc ça montre tout de même un certain pragmatisme de l'armée française qui sait s'adapter au terrain où elle se trouve, dans les conditions où elle se trouve. Alors néanmoins, Humbert est quand même quelqu'un de raisonnable. Il sait que rapidement, les Anglais vont envoyer des troupes pour écraser la tête de pont qu'il a commencé à développer. Il réfléchit à ses options opérationnelles et en fait, il n'y en a pas beaucoup. La première idée, c'est de marcher sur Galway, donc vers le sud, la flèche en bleu sur la carte, et d'essayer de tenir le Connemara,
le Galway, s'enfermer dans la ville, attendre les renforts du général Hardy à cet endroit-là. C'est aléatoire. L'armée anglaise pourrait les assiéger dans la ville et surtout les empêcher d'en sortir, même avec les renforts. Hardy est censé avoir 4000 hommes. Autre option, marcher directement sur Dublin. Après tout, pourquoi pas? Ça pourrait permettre d'envoyer un signal fort aux Irlandais, secouer le joug anglais sur l'île. Oui, mais il y a un problème. Les troupes de renfort anglaises, elles débarquent où? Elles débarquent à Dublin. Et donc marcher sur Dublin, c'est marcher droit sur le corps de bataille anglais qui va bientôt atteindre 30 000 hommes. Alors, autre option, c'est marcher vers l'est de l'Ulster, région très instable, où les rebelles avaient été très forts au mois de mai et où ils attendent qu'un signal pour relancer l'insurrection. Quel est le problème de cette option-là? Eh bien, c'est loin. 240 km, Humbert a peur d'épuiser ses troupes et qu'elles soient trop épuisées au moment où elles arriveraient sur place. Donc, ce n'est pas l'option qu'il privilégie. Il saura s'en souvenir un petit peu plus tard, mais c'est tout de même un peu osé. La dernière option, et qui est celle qui va retenir en priorité, c'est de marcher sur le nord de l'Irlande, le Donegal. C'est plus proche, c'est montagneux. On peut déclencher une guérilla qui permettra aux Français pendant quelques jours de se reposer et dans un deuxième temps de marcher vers l'est de l'Ulster avec les rebelles qu'on aura pu lever à cet endroit-là. En plus, le gros des troupes anglaises sont plutôt au centre de l'île. Donc, Humbert opte pour cette option dans un premier temps. Il va partir du comté de Mayo, de Castlebar, le 3 septembre. Pour marcher en direction de Sligo, la ville que vous voyez en blanc sur la carte. Et il écrase à Tubbercurry une première garnison anglaise. Et surtout, arrivé à environ une quinzaine de kilomètres au sud de Sligo, le commandant de la garnison de Sligo, le colonel Vereker, va désobéir à sa hiérarchie. Et au lieu de se replier vers le Donegal, il va attaquer la colonne d'Humbert. Vereker, il n'a pas beaucoup d'hommes. Il va pouvoir en engager à peine 500 contre Humbert, qui lui, à ce moment-là, dispose d'à peu près 980 Français et d'à peu près 1500 Irlandais. Néanmoins, sa résistance va vraiment impressionner Humbert. La bataille, elle va durer à peu près 1 heure, mais elle va être sanglante côté français. Il y a eu 85 tués français à Castlebar, il y en aura 40 à Collooney, ce qui à l'échelle de l'armée est tout de même assez important. Et Humbert va en tirer une conclusion. Jamais Vereker n'aurait pris le risque d'opposer une telle résistance aussi farouche s'il n'attendait pas une armée puissante et si ce n'était pas juste l'avant-garde d'une armée puissante. Alors même que la route du Donegal est grande ouverte, que va faire Humbert? Il reprend la deuxième option et il se dit on marche vers l'Ulster. Et il laisse passer sa chance à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, va s'engager un peu la partie épique de la campagne. Épique parce qu'en fait, au soir du 6 septembre, Humbert arrive à Manor Hamilton, donc aux portes de l'Ulster, et il apprend que depuis le 4 septembre, il y a une zone de l'Irlande qui s'est révoltée, en retard, mais qui s'est révoltée. C'est la zone en vert sur la carte. Vous avez à peu près 13 000 rebelles qui se sont soulevés. Ils ont réussi à expulser plusieurs garnisons anglaises, et Humbert, à ce moment-là, se dit « Eh bien, c'est ma chance. J'ai l'opportunité de rallier des rebelles en nombre, et avec eux, on marchera sur Dublin. » En soi, l'idée peut paraître bonne. Le 6 septembre, il fait bifurquer vers le sud et il s'apprête à avancer en direction de Dublin pour rallier les rebelles. Et il va y avoir un problème néanmoins. Dans la journée du 7 septembre, les Anglais acheminent des renforts massifs dans cette zone. Ils ont parfaitement compris quel est le plan de Humbert. Les rebelles vont être sévèrement écrasés. Il y aura 1200 morts au total. Et Humbert, dès lors, fait route vers une zone où il n'y a plus de rébellion, où l'armée anglaise est présente en masse, et où, avec l'arrivée de renforts des jours précédents, les Anglais sont en mesure d'envoyer sur les arrières de l'armée d'Humbert une armée de 15 000 hommes. Cornwallis se gardant 15 000 hommes entre Dublin et l'ex-zone rebelle. Donc, cette fois-ci, Humbert est un peu fait, en réalité. Et néanmoins, toute la journée du 7 septembre, il va avancer à marche forcée, parcourir entre 40 et 45 km, livrer 2 combats retardateurs qu'il va gagner, franchir le Shannon alors que Cornwallis avait donné l'ordre d'empêcher le franchissement du fleuve. Donc tout de même, c'est une journée héroïque. Il va réussir même le soir, pendant la nuit, à lancer une attaque contre un camp anglais et reprendre des munitions aux Anglais en pleine nuit. Donc on voit que les troupes françaises, jusqu'à l'extrême fin, sont combatives. Elles n'ont pas l'intention de déposer les armes malgré le déséquilibre des forces. Malgré tout, ce qui devait arriver arriva. Au 8 septembre, le matin, les troupes françaises parviennent encore à faire une petite quinzaine de kilomètres et elles sont rattrapées par les Anglais dans le village de Ballinamuk. Là, le général Lake dispose de 15 000 hommes.
Les Français sont à peu près 850, 860. Les Irlandais sont encore 1500, mais là, cette fois-ci, le déséquilibre est beaucoup trop important. Et la bataille de Ballinamuck, en l'espace de 45 minutes, tourne évidemment à la défaite. Les Français vont repousser 2 assauts, les Irlandais 3. Les Français capitulent. Humbert est fait prisonnier avec son armée. Et les Irlandais, eux, ne capitulent pas. Ils savent ce qu'ils risquent en cas de capitulation si les Anglais mettent la main sur eux. Et ils vont combattre jusqu'à la dernière extrémité. Plus de 600 d'entre eux seront tués. Le reste va réussir à fuir dans la région. Donc on peut se dire, au soir du 8 septembre, les choses sont terminées. En fait, pas tout à fait. Puisque dès le 5 septembre, Castlebar avait été reprise par les Anglais. Mais néanmoins, Humbert avait laissé en arrière 80 blessés intransportables, donc par définition non combattants, 5 cavaliers pour aider le gouvernement irlandais à structurer des troupes. Ces hommes-là seront capturés le 5 septembre, sans combat. Et surtout, il avait laissé 5 officiers, à Killala et Ballina, pour former et encadrer les rebelles. Et donc, au soir du 8 septembre, vous avez encore toute la zone en bleu et en vert sur la carte, qui est tenue par les troupes irlandaises, de l'ordre de 2000 hommes à peu près, avec 5 officiers français à leur tête qui sont là pour les encadrer. Les Anglais avaient décidé de ne pas poursuivre leurs opérations pour reprendre l'ensemble de la tête de pont française. La priorité, c'était évidemment d'empêcher Humbert de sillonner l'Irlande et de risquer de rallumer un feu de révolte dans le pays. À partir de début septembre, les troupes anglaises reviennent dans le comté de Mayo. Les Irlandais sont bien conscients que la fin est proche, mais néanmoins, le 12 septembre, ils vont lancer une nouvelle attaque générale sur Castlebar, en passant par la route de Foxford, puisqu'ils tiennent encore Foxford à ce moment-là. L'assaut va être repoussé, encore une bataille sanglante pour les Irlandais, et cette fois-ci, les Anglais vont travailler à front renversé par rapport au début de la campagne. Dans un premier temps, à la mi-septembre, Newport et Westport, en vert sur la carte, vont être repris, et plutôt que d'aller attaquer Foxford, où les Irlandais tiennent, comme les Anglais l'avaient fait un peu avant, eh bien les Anglais vont passer par la route prise par Humbert, sur l'ouest du lac, et tomber sur les arrières des Franco-Irlandais au niveau de Ballina, pendant que l'armée de Sligo va avancer également de son côté. Le 21 septembre, vous aurez 2 batailles à Grange et Skurmore. Les premières troupes de Ballina sont détruites. L'ensemble du dispositif se replie sur Killala, où le 23 septembre, les Anglais donnent le coup de grâce. Ils auront 1 mort dans leur rang, et on parle de 800 morts côté irlandais. Cette fois, la révolte est complètement écrasée. C'est la fin de la campagne. Les 5 officiers français sont capturés et envoyés en captivité avec le reste des troupes. Et puis, à ce moment-là, on peut se dire qu'on a peut-être raté un dernier espoir qui n'aurait pas renversé le cours de la campagne. Si vous regardez dans le Donegal, dans le nord de l'Irlande, vous voyez un petit drapeau français, un tout petit drapeau français sur une île. En fait, je vous ai dit que l'expédition d'Irlande, c'était 5 paquets distincts, 5 échelons. Et le deuxième échelon a réussi, en fait, le 16 septembre, à atteindre les côtes du Donegal, commandés par les généraux Ray et Tandy. Ils ont débarqué 370 grenadiers sur l'île, qu'ils ont réussi à occuper sans opposition, mais des journaux qu'ils vont trouver sur place leur apprennent la défaite de Ballinamuck, et ils se disent que cette fois c'est terminé, ils rembarquent sans livrer de combat. Ils seront incidemment les derniers à poser pied dans les îles britanniques, à ce jour encore. Alors finalement, quel est l'épilogue de tout ça? Les prisonniers français, eux, seront très bien traités. Les Anglais ont apprécié que les blessés anglais et les prisonniers anglais soient fort bien traités par l'armée française. Les blessés anglais ont reçu des soins médicaux, ils ont été correctement nourris, personne n'a été maltraité. Les Anglais appliquent la réciproque aux prisonniers français. Dès le mois d'octobre, ils seront libérés dans un échange de prisonniers avec la France. Finalement, leur sort n'aura pas été trop pénible à cette époque. Et puis, malgré cet échec, la France va s'obstiner. Et s'obstiner cette fois dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on envoie malgré tout le général Hardy, qui à cause de lenteur administrative et de la météo, n'arrive à appareiller que le 16 septembre. Je reviens encore aux arguments que Napoléon objectait sur la stratégie retenue. Il arrive en vue de l'Irlande à la mi-octobre, et le 12 octobre, sa flotte est intégralement détruite à la bataille de l'île Torrey dans le nord de l'Irlande. Il perd au total 7 navires sur les 12 qui étaient engagés, 2500 prisonniers, dont à bord Wolfstone, qui va se suicider en prison, achevant de décapiter les Irlandais unis. Et puis, parce qu'on n'a toujours pas compris le fait que c'est terminé, le général Cortés va être envoyé sur place. Il va envoyer 1100 hommes,
dans la baie de Killala à nouveau, baie de Killala qui vient tout juste d'être réoccupée par les Anglais et où vous avez encore des régiments directement postés sur la côte. Il arrive sur place le 24, il se replie le 29 sans avoir combattu. J'observe néanmoins qu'encore une fois, la flotte française a réussi à atterrir sur les côtes irlandaises. Et puis, parce que vraiment les Français mettent un peu de temps à comprendre que c'est terminé, ils vont encore demander aux Hollandais, encore eux, d'envoyer une petite flotte pour aller soutenir l'effort en Irlande. Ils vont envoyer un navire avec 370 hommes à bord. Lui se fera intercepter dès la sortie du port. Là, au 27 octobre, c'est terminé. Il n'y aura plus d'efforts français contre l'Irlande, plus d'envois d'expéditions. Et ne reste en Irlande en résistance que quelques guérillas qui vont s'éteindre progressivement. On peut citer celle, par exemple, de James Corcoran, de Michael Dwyer ou de M. Evitt aussi, qui vont essentiellement dans le sud-est de l'Irlande combattre jusqu'à peu près 1805. Mais néanmoins, ce n'est plus un phénomène qui met en danger la présence anglaise dans l'île. Et puis finalement, pour les Irlandais unis, le dernier acte intervient en 1801, puisqu'à ce moment-là, le Parlement britannique adopte l'acte d'union, ce qui fonde le Royaume-Uni, intègre l'Irlande comme province à part entière. On passe de vice-royauté à province à part entière. Et donc, pour les Irlandais unis, c'est un échec absolument total. Et pour la France, incidemment. Alors finalement, quel bilan tirer de tout ça? Pour les Français, les pertes de l'expédition Humbert, c'est à peu près 140 morts. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais il faut le rapporter aux 1084 hommes qui ont disparu, qui ont débarqué dans l'île. C'est tout de même un pourcentage qui est assez élevé, ça illustre la combativité des troupes françaises sur place. Mais le vrai problème, c'est les navires. Entre l'expédition de Hoche et la dernière expédition hollandaise, et surtout de Cortés en baie de Killala, la France, en Irlande, perd 21 navires de premier rang. Je vous donne une comparaison. Bataille d'Aboukir de 1798, Napoléon perd 13 navires à Aboukir, et à Trafalgar, ce seront 21 navires français qui seront perdus. Donc les pertes de navires français sont tout de même significatives, et elles vont obérer assez gravement la capacité de la France à agir en mer dans les années à venir. Malgré l'effort que Napoléon entreprendra pour reconstruire la flotte en 1803-1805, puis en 1810-1811, on sera encore loin du compte et loin d'être en capacité d'avoir une action en mer suffisante pour inquiéter l'Angleterre. Et ça, on le doit en partie, pas que, mais en partie à cette expédition. Finalement, on peut se dire que l'envoi de la marine française en Irlande, finalement, c'était un peu une mission de sacrifice, et combiné avec l'Égypte, c'est tout de même quelque chose qui a coûté cher. Alors, on peut tirer, à mon sens, 3 enseignements des faits que je viens de vous présenter. Le premier enseignement, c'est, je l'ai dit à plusieurs reprises, les côtes irlandaises, elles étaient accessibles. Sur 7 expéditions qui ont été envoyées, presque toutes ont atteint les côtes irlandaises. 3 d'entre elles ont même débarqué leurs troupes. Certes, une seule a engagé des opérations à terre, mais tout de même, ça montre que le blocus était quand même assez poreux. Et qu'à ce moment-là, un effort aurait pu aboutir, en tout cas avait la capacité d'aboutir. Le contexte le rendait possible. Ça, les Anglais le réalisent, évidemment. L'amirauté anglaise n'est pas restée les bras croisés. Dans les années qui suivent, le blocus des côtes françaises va être considérablement renforcé. Napoléon en saura quelque chose. Deuxième enseignement, c'est la qualité des troupes terrestres françaises. Alors dire ça à la Fondation Napoléon, ça relève peut-être du truisme, mais c'est tout de même quelque chose qui a bien apparu dans les faits que je vous ai présentés. À Castlebar, 700 Français face à 6000 Anglais, avec un résultat victorieux en moins d'une heure, ça illustre un déséquilibre qualitatif entre les deux forces. Vous avez côté français beaucoup d'officiers issus du rang, pour certains qui étaient de simples soldats au début des guerres révolutionnaires et qui parviennent à des grades élevés. Ces gens-là sont des gens compétents, élevés par le champ de bataille. Et on voit la différence qu'ils arrivent à faire par rapport à des troupes au mieux inexpérimentées si on prend les troupes de métier anglaises, notamment les Fencibles qui, eux, ne servent que dans les îles britanniques, et encore plus par rapport à la milice ou à la yeomanry, qui sont des troupes semi-professionnelles, voire à temps partiel, et qui n'ont jamais vu un champ de bataille autre que la révolte irlandaise. Alors finalement, si une armée française avait pu débarquer en Irlande à cette époque, les 14 000 hommes de Hoche par exemple, on imagine bien que face à 36 000 adversaires de cette qualité-là, ça aurait pu devenir intéressant pour la France. Et puis, troisième enseignement, en fait, on peut s'interroger sur le schéma tactique et stratégique adopté par la France.
J'en ai déjà dit quelques mots, mais on a l'opération de Fishguard en 1797 qui débarque au Pays de Galles. Entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, vous avez la mer d'Irlande. Imaginons, là je fais de l'Uchronie de manière délibérée, qu'une armée française ait occupé l'Irlande. Est-ce que la marine anglaise serait restée les bras croisés à attendre que les Français fassent le deuxième saut vers l'Angleterre ? L'armée d'Irlande aurait vraisemblablement été bloquée dans sa conquête, un peu comme l'armée d'Égypte a été bloquée dans sa conquête après le désastre d'Aboukir. Plus prosaïquement, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu débarquer ses troupes en Cornouailles, au Pays de Galles ? Après tout, là, Londres aurait été plus aisément accessible. En soi, pourquoi pas ? Mais ce que l'expédition de Fishguard montre aussi, c'est qu'à la seconde où des troupes françaises ont débarqué au Pays de Galles, vous avez des hordes de paysans qui ont pris les fourches et les haches et qui ont été attaqués immédiatement les troupes françaises. Elles n'auraient pas été accueillies en terrain favorable, alors qu'en Irlande, oui. Et ça, c'est peut-être la vraie différence entre les deux théâtres d'opération. Lancement trop tardif des opérations, ça, je l'ai déjà dit, j'y reviens pas. La concomitance entre le début de la révolte et le débarquement français, Napoléon l'avait bien perçu, ça ne pouvait pas être assuré. Et c'est un facteur déterminant de l'échec final de ces opérations. Finalement, en termes de priorité, la France a choisi une diversion dans les îles britanniques pour permettre à Napoléon de parvenir en Égypte. On a vu ce qu'il en est. Et en plus de ça, avec un plan de bataille en 5 échelons successifs qui pouvait a priori pas réussir, surtout avec le peu d'effectifs et de moyens qui ont été consacrés aux opérations. Finalement, et c'est peut-être la formule qui convient le mieux pour conclure cette présentation, c'est de considérer que le mirage égyptien a fait manquer le rendez-vous irlandais à la France. Et j'en terminerai par ça.